Merci à vous trois d'être présents aujourd'hui. On va commencer par Madame Demey, qui est chef de service de l'équipe animation à la CSC et responsable nationale des femmes à la CSC toujours. Voilà, on vous écoute. Merci. Merci beaucoup. Merci d'abord beaucoup pour l'invitation. En août 2020, en fait, on a commencé on a invité Laurent à un colloque une des journées d'études avec les permanentes et les permanents intéressés par les questions d'égalité de genre à la CSC. Et suite aux échanges aussi qu'il y a eu après la crise en fait Covid, parce qu'en fait on ne s'est plus vu non plus pendant la crise, donc il y avait vraiment eu un manque d'échanges, d'expériences de terrain entre nous, et donc il y a vraiment une demande générale de faire un recueil un peu à la fois un travail de entre guillemets mémoire et en même temps d'analyse de ce qui s'était passé pour pouvoir échanger. Et donc ça aboutit à ce document. J'en déposerai certains à la sortie tout à l'heure. Donc une brochure qui s'appelle « Travailleuse santé, coronavirus, quand le monde s'arrête, les femmes continuent ». Donc voilà, ce que je vais dire ici, ça vient vraiment de ces expériences-là, et notamment d'une journée que nous avons hier avec des militants, des délégués de différents secteurs, et qui nous disent en premier lieu... d'abord que la crise n'est pas finie. Et donc c'est vrai que je suis toujours un petit peu étonnée quand en même temps c'est très important et c'est nécessaire de faire des analyses maintenant, et en même temps on est encore vraiment dedans. Et donc ça m'amène à mon premier point, qui est le contexte général de la crise qui est toujours en cours. C'est le fait que les femmes ont particulièrement été inégales, notamment parce qu'elles portent le poids toujours de la parentalité de manière majoritaire, et que tout au long de la crise en Belgique, mais je pense que ça a été la même chose dans les autres pays, elles ont dû porter ce poids de la parentalité en étant travailleuses en même temps. Et donc, il y a eu à la fois, premier confinement, effet de surprise, tout le monde télétravaille, ou on va quand même au travail parce qu'on ne sait pas télétravailler. Et on a fait tous un peu n'importe comment, comme on pouvait. Nous, comme syndicat, on a négocié, on a essayé de négocier avec les mouvements des familles un congé parental Corona qui était totalement insuffisant pour les familles monoparentales, qui étaient celles qui en avaient le plus besoin. Donc, elles n'ont absolument pas su l'activer parce que c'était une trop grosse perte de rémunération. Et donc, ça peut se comprendre. Le problème, c'est que confinement 2, à partir de juillet 2020, du coup, si mes calculs sont bons, nous, on commence à alerter en interne de la structure syndicale, en externe les politiques, de dire mais en fait ça risque de revenir en septembre. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a de nouveau des vagues, des vagues de Covid, et qu'est-ce qui se passe? Là, rien, pas de réponse jusqu'au début octobre, moment où on a le chômage temporaire Corona qui est applicable en cas d'enfants confinés, reconfinés, et donc des parents à la maison. Dans l'intervalle, j'avais des travailleuses des titres-service qui me téléphonaient, j'ai notamment un exemple en tête, et elle me dit « J'ai utilisé tous mes congés pendant la première période de confinement, je suis complètement raide au niveau financier, je n'ai plus de possibilités, mon enfant n'est pas malade, donc n'a pas de certificat médical, donc en fait je peux pas rester à la maison sur cette base-là, il est juste confiné parce que sa classe est fermée, moi je suis pas malade non plus, mon employeur ne veut pas payer les heures, qu'est-ce que je fais ?» Et moi j'avais juste aucune solution à proposer à cette dame pendant plus d'1 mois. Et la solution après était encore nettement insuffisante. Vacances d'automne, rebelote, du côté francophone, on avance les vacances d'1 semaine. Enfin, les gens, ils pètent. En tout cas, les femmes chez nous, elles devenaient complètement stressées, nerveuses. C'était vraiment infernal. Et donc, ce que j'ai envie de dire par là, c'est qu'il y a aussi vraiment une responsabilité politique à un moment donné, et aussi des employeurs, de dire le travailleur, ici on l'a vu beaucoup pendant la journée, et évidemment comme syndicaliste, je ne vais pas dire que les conditions de travail, c'est pas une priorité, c'est une priorité absolue, mais les travailleuses ne sont pas que travailleuses, elles ont toute une vie complète qui a un impact, et c'est le cocktail en fait qui va avoir un impact sur leur santé, leur état de santé général, et ça Laurent le montre très bien et très régulièrement dans les études. Donc ici, évidemment, quand il y a fermeture d'école, fermeture de classe, changer les modalités de garderie, changer les modalités d'accès aux maisons de repos et de soins où se trouvent les personnes âgées, dont elles s'occupent majoritairement, les modalités d'accès aux institutions pour personnes handicapées, les modalités d'accès aux personnes qui sont en psychiatrie. J'ai eu le témoignage d'une maman internée en psychiatrie qui, pendant 3 mois, n'a pas pu voir son petit garçon de 10 ans. Et c'est après, avec la complicité d'un infirmière, qu'elle a pu le voir un tout petit peu à la barrière en promettant de ne pas se toucher. Donc on a enfermé des gens qui
cette dame faisait une grosse dépression, donc n'était ni un danger pour personne, à part qu'il y avait la peur de faire rentrer le virus dans l'institution psychiatrique. Donc tout ça a vraiment engendré une augmentation du stress, de la charge mentale et un risque vraiment pour la santé des femmes. On a parlé des burn-out. Alors dans la question des burn-out parentaux notamment, mais qui sont sans doute un cocktail aussi. Du coup, la question du panel maintenant, c'était quel remède. Je pense que c'est vraiment hyper important quand il y a une décision politique qui est prise, et c'est ce qu'on a fait passer aussi à la ministre de l'enseignement avec le Conseil wallon pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est essentiel qu'on prenne une décision en croisant avec d'autres compétences. Oui, on est responsable pour une partie de ces compétences, mais ça a des incidences sur le reste. Et donc, quand on ferme les écoles, ça a des incidences sur les travailleurs. Et donc, c'est pas normal que ce soit nous, en tant que syndicat, qui ayons dû aller demander si le chômage temporaire allait pouvoir être appliqué pour la période de prolongation de congé de Toussaint. Parce que le chômage temporaire n'est pas applicable pendant les périodes de congés scolaires, dans ce cas-là. Donc, voilà, ça ne va pas. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, un travail transversal qui est à mettre en place, et une professionnalisation, évidemment, de la gestion de crise qui est vraiment très, très importante. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est le feedback du coup, des travailleuses que j'ai pu rencontrer du coup, jusqu'à hier, en disant qu'elles ont vraiment des difficultés encore actuellement, notamment sur ces questions de port du masque, de tests à l'entrée des événements, voire des magasins. On ne sait pas très bien encore si le Covid Safety Kit va devoir être contrôlé par qui, comment, dans les petits magasins, on ne sait pas très bien. De désinfection des caddies, les gens ne désinfectent plus systématiquement les caddies, etc. Du coup, il y a une charge et un stress énorme, et une agressivité aussi des utilisateurs, principalement ce personnel majoritairement féminin, avec en plus, comme pendant toute la crise, la crainte d'être vecteur de propagation dans son propre cercle privé. Il y a aussi une grosse hypocrisie pendant tout le Covid, toute la période de Covid, et maintenant encore. Donc j'ai une militante qui s'appelle Stéphanie, qui est infirmière dans un grand hôpital à Bruxelles, à qui on a dit clairement, la direction a dit, si vous êtes positif, vous continuez à travailler parce qu'il n'y a pas assez de membres. Donc le fait d'être positif, pour tout le monde doit être en quarantaine, sauf quand on est infirmière sur un lieu de travail. Là, donc sachez que les infirmières qui vous soignent, si elles sont positives, restent là tant qu'elles ne sont pas vraiment clouées au lit et proches, et vraiment hyper malades. Une autre, donc Brigitte en psychiatrie, me dit, depuis le début du test, il n'y a pas eu un seul test Covid que l'employeur a mené auprès de tous les travailleurs qui, eux, par contre, rentraient et sortaient dans l'hôpital dont je parlais tantôt pendant toute la crise. Donc c'était clairement les travailleurs qui étaient vecteurs de transmission, comme ça a été le cas aussi dans les maisons de repos et de soins. Dans les secteurs des soins, et notamment, c'est Natacha qui m'en parlait hier, une aide familiale de Liège, qui me disait, mais on a quand même vu plus de reconnaissance de notre travail, et notamment par rapport aux familles. Comme les familles n'avaient plus accès à leurs personnes âgées, on était les seules personnes à pouvoir y aller, et donc on voit vraiment qu'on a eu une certaine reconnaissance symbolique qui est venue de là, et donc ça, c'était quelque chose qu'elle voyait comme vraiment positif. Par contre, du coup, elle parlait avec un délégué qui, lui, venait du secteur alimentaire, qui avait aussi subi la crise de plein fouet, donc ils échangeaient là-dessus. Et il dit, oui, mais vous avez eu quoi comme prime? Elle dit, mais on a 180 € en éco-chèque au prorata des heures qu'on a prestées. Et il dit, oui, sur toute l'année? Elle dit, non, oui, sur toute l'année, on a 180 €. Il dit, mais ça, c'est dingue. Nous, on a des primes de froid. Et donc, on va de temps en temps dans le frigo, c'est même pas frigo, c'est un réfrigérateur, un congélateur à moins 30, et on y va de temps en temps, on ne vit pas là-dedans, et on a une prime de 200 € par mois. Et donc là aussi, on se dit qu'il y a quand même quelque chose de différent entre les secteurs masculins et féminins, où là, il y a dans les secteurs masculins une pénibilité reconnue aussi après pour les droits à la pension, etc. Quand on est dans les secteurs féminins, et là, c'est même ce délégué qui disait, mais enfin, vous alliez à la mort sans protection, et on vous donne 180 € d'éco-chèque, mais c'est complètement... C'est pitoyable, c'est ridicule, c'est révoltant. Et donc, voilà, ça, c'est l'échange d'hier matin. Cette même aide familiale, du coup,
nous explique aussi qu'il y a un cumul des crises. Donc elle est de la région liégeoise et elle dit voilà, on a à peine remis, on n'est pas remis, on est toujours dans la crise de Covid-19. Qu'est-ce qui s'est passé? Les inondations. Et elle dit c'est dingue, il y a de nouveau rien eu comme différence au niveau inondation. Moi j'étais en route et mon employeur m'a dit fais comme tu peux. Si c'est trop dangereux, tu reviens. Mais sinon, il y a des personnes qu'il faut quand même vraiment aller soigner, laver, etc. Donc la responsabilité était encore entièrement remise sur elle-même. Et sa conscience et la balance entre la sécurité, ce que personne ne savait dans la région liégeoise, où tout le monde était calé. Enfin, vous entendez mon petit accent, je parle là aussi. Mais tout le monde était calé d'un côté à l'autre, donc on ne savait pas ce qu'il y avait. Et l'employeur qui dit faites comme vous pouvez. Mais donc là, je me dis, il y a quand même quelque chose qui va être vraiment à travailler en termes de gestion de crise et de cette gestion de crise qu'on doit professionnaliser doit vraiment se faire aussi avec un regard genré. Donc du coup, les remèdes en 2 secondes. Négocier collectivement, évidemment, et écouter la parole des travailleurs et des travailleuses. Et ça n'a pas été fait en période de crise. Et voilà, maintenant, on a vécu 1-2 crises. Je pense qu'on maintenant, on ne peut plus s'en passer. C'est plus une excuse. Donc maintenant, la prochaine fois, il faut mettre en place des procédures qui permettent de consulter, même en période de crise, pour avoir aussi des solutions qui soient adéquates et efficaces. Avoir, comme on l'a dit, des règles écrites et des diffusions. Et alors, avoir, et ça on le répète encore et toujours, des chiffres, des données et des données genrées. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Demey, pour ces éclairages de terrain très précieux. Et maintenant, je cède la parole à Monsieur Jean Jacquemin, qui est professeur invité à la faculté de droit et de criminologie de l'ULB, spécialiste de la protection de la maternité et de l'égalité entre travailleuses féminins et masculins. Il est vice-président du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes, qui est un organe consultatif auprès du gouvernement fédéral, auquel Laurent Vogel a apporté une précieuse collaboration. Oui, justement, Laurent a un passé chargé avec le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes, mais c'est héréditaire parce qu'avant lui, sa maman en avait eu un aussi. Ça nous a en tout cas permis de mesurer l'originalité de ce que Laurent essaye de faire depuis toujours, qui est placer l'égalité de genre au centre du bien-être au travail. Alors, à ce titre-là, le Conseil est évidemment reconnaissant pour les 2 oratrices qui nous ont précédés, une pour un témoignage émouvant de quelqu'un qui a été la camarade de lutte de Laurent, et l'autre pour un exemple d'un secteur particulièrement représentatif de ce qui se passe aujourd'hui. Je vais parler de 2 aspects sur lesquels le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes, qui est un organe consultatif auprès du gouvernement fédéral, représentatif de la société civile, mais notamment des organisations syndicales, s'est intéressé particulièrement. L'une, c'est les risques psychosociaux. Le Conseil s'est exprimé sur la première mouture de la loi, Onkelings. Sur la 2e mouture, il n'a pas eu l'occasion de le faire sur la 3e parce qu'on ne l'a pas consulté. Et après 2 modifications et 20 ans après, on harcèle toujours au travail. Et on harcèle toujours sexuellement au travail, bien que ça soit devenu tout à fait ringard de se plaindre d'être victime de harcèlement sexuel. Il s'est plus distingué, vu qu'il y a aussi des hommes qui se plaignent de harcèlement moral. Enfin, ça se passe toujours. Et à cause d'une de ces charmantes particularités de notre législation, la victime de harcèlement, spécialement de harcèlement sexuel, ne peut pas se plaindre de discrimination. Elle est obligée de le faire sur la base de la loi sur le bien-être au travail, ce qui est naturellement contraire aux directives européennes. Ça n'est pas dénué d'incidence. Mais bref. Le dispositif de la loi du 4 août 1996 sur les risques psychosociaux insiste sur la prévention. Et donc, comme dans un des exposés qui nous a précédés, il apparaît particulièrement important que lorsqu'un employeur met son personnel en contact avec des tiers, que ce soit des clients à leur domicile ou des clients qui viennent à l'entreprise, ou des fournisseurs qui viennent à l'entreprise, ou le personnel de ces clients et fournisseurs,
l'employeur qui a la responsabilité du bien-être de son personnel met toutes ces personnes clairement au courant de ce qui est interdit, inacceptable, et de ce qui va se passer si ça arrive quand même si ça doit coûter à l'entreprise, si vous voyez ce que je veux dire. Par ailleurs, l'autorité qui a la responsabilité de surveiller comment les employeurs respectent la législation sur le bien-être, l'autorité ne doit pas se contenter de donner des recommandations, elle doit aussi vérifier comment ça se pratique. Soit dit en passant, et pour revenir aux directives sur la lutte contre les discriminations, elles réclament toutes que les États membres imposent des systèmes de sanctions suffisamment dissuasifs. Mettez ça dans la poche du gouvernement et le mouchoir par-dessus. Dans ses avis sur les différentes moutures de la législation des risques professionnels, le Conseil de l'égalité avait insisté sur le fait qu'il manquait un prolongement dans la direction des risques professionnels. Prévention, réparation. Alors, 20 ans plus tard, on peut relativement se rassurer quand on regarde la jurisprudence en matière d'accident du travail. Ça va plus ou moins de faire reconnaître que les faits de risques psychosociaux sont un accident du travail. Mais alors, en maladie professionnelle, il ne s'est rien passé du tout. Alors que les séquelles des risques psychosociaux sont essentiellement psychiques. Donc, ça nous ramène où on en était en 2013, lors du colloque auquel que le Conseil avait organisé sur la base du rapport que Laurent avait dirigé sur le genre et les maladies professionnelles. Enfin, une recommandation transversale que le Conseil avait émise dans un vieil avis sur l'impact des conditions de travail sur genre et santé, c'est la formation des CPPT à l'égalité de genre. Des CPPT, disait le Conseil. Donc pas seulement des représentants des travailleurs au CPPT, mais aussi des représentants des employeurs au CPPT. Silence total. La deuxième dimension qui intéresse particulièrement le Conseil et que je veux évoquer, c'est le gender mainstreaming. Le quoi, on va supposer que vous savez, j'ai une fois été dans un colloque à côté d'une fonctionnaire espagnole qui comprenait très mal l'anglais, mais qui avait un traducteur automatique. Alors elle avait consulté le traducteur automatique qui ne connaissait pas non plus mainstreaming et qui avait traduit par le plus proche qui était menstruation. On va supposer que vous savez de quoi je parle. Il y a une législation depuis 2007 qui dit que les autorités fédérales doivent intégrer dans toute leur politique la dimension de genre. Bien, alors, dans la note de politique générale du gouvernement actuel et dans les notes particulières des ministres, on lit que le ministre des Affaires sociales va encourager FEDRIS à objectiver ses statistiques des maladies professionnelles afin d'expliquer les disparités hommes-femmes qu'on y constate. Très bien, c'est ce que le Conseil disait dans l'avis 134 et le rapport de Laurent. Mais si vous regardez maintenant le plan fédéral Gender Mainstreaming 2021, qu'on trouve sur le site de l'Institut pour l'égalité hommes-femmes, il n'est pas question des maladies professionnelles. Le ministre des Affaires sociales déclare qu'il compte lutter contre les risques psychosociaux et son collègue du travail mentionne le bien-être au travail. Ce qui, naturellement, nous ramène à ce qui précède sur le rapport entre le bien-être au travail et les maladies professionnelles. Autre chose, la loi de 2007 sur le gender mainstreaming a un instrument de contrôle. C'est
l'analyse d'impact de la réglementation. En 2013, on a mis en place un instrument en rassemblant divers tests précédents. Et parmi ces tests, tout projet de loi ou d'arrêté fédéral doit être soumis à un test genre. Mais très rarement prend-on ce test au sérieux. Si vous regardez les projets, par exemple, qui viennent à la Chambre, il y en a qui n'ont carrément pas d'AIR et d'autres où l'AIR est faite vraiment n'importe comment. Je pourrais vous donner des exemples, mais j'en ai un très beau parce qu'il date d'avant-hier. Le ministre des Affaires sociales dépose un projet de loi destiné à améliorer la reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle, même rétroactivement. Et dans l'exposé des motifs, on cite évidemment le drame et l'héroïsme du personnel dans les soins de santé. Bien. Alors, voilà un projet qui, pour des raisons sociologiques évidentes, est favorable, mais est particulièrement favorable aux femmes, nécessairement. Or, si vous lisez l'AIR, vous y lisez que le projet concerne autant les hommes que les femmes. Voilà, ça c'est comme ça qu'on fait les AIR aujourd'hui. Monsieur Jacquemin, le Conseil... Monsieur, oui, il va falloir atterrir. Oui, la parole à Madame Bordeaux. J'ai aussi une montre. J'ai aussi une montre. Ça va, je regarde le temps. Pardon. Super. Le Conseil a insisté sur l'importance avec le Conseil wallon et le Conseil bruxellois, sur l'importance de faire ces AIR correctement. Dernière chose, le gender mainstreaming, d'après la loi de 2007, a l'air tourné uniquement vers l'avenir. Et les ministres ne demandent pas mieux qu'on leur dise « regardez vers l'avenir, jamais vers l'arrière ». Mais comment est-ce qu'on fait un gender mainstreaming correct sur de nouveautés si on ne regarde pas ce qu'on n'a pas fait avant? Par exemple, l'obligation du télétravail. Évidemment, c'était dans l'urgence de la crise, mais personne ne s'est interrogé sur l'impact que l'imposition du télétravail allait avoir sur le genre. Donc, puisque, d'une part, le ministre du Travail veut l'encadrer pendant que la ministre des Affaires sociales, de la fonction publique veut l'ancrer, il est grand temps d'examiner l'impact de genre. Je signale au passage, une dernière chose, que s'il n'y a pas une d'AIR ou si elle a été mal faite, si jamais on fait un recours à la Cour constitutionnelle contre une loi ou au Conseil d'État contre un arrêté, parce que ça crée une discrimination de genre, on a un élément de preuve de cette discrimination dans le fait que l'AIR a été mal faite. Merci beaucoup, Monsieur Jacquemin, et surtout les liens avec les travaux du Conseil de l'égalité des chances. Et maintenant, je passe la parole à Madame Verdoot, qui est de formation infirmière spécialisée en soins intensifs et aide médicale urgente. Elle est détentrice d'un master en santé publique. Elle a eu l'opportunité de débuter son travail syndical par un stage à l'Institut syndical européen et est actuellement conseillère en bien-être, santé et sécurité au travail au sein du service d'études de la FGTB fédérale depuis 2012. Merci. Mais je vais peut-être probablement répéter des éléments. Je me retrouve aussi avec ce qui a été dit avec les deux précédents intervenants. Et je vais rajouter quelques éléments, je pense. Donc, clairement, le Covid a aggravé les inégalités sociales de santé, on le sait. Et il a mis en lumière ces inégalités qui se sont creusées. Il y a eu beaucoup de promesses, beaucoup d'oubliés, et les conditions de travail n'ont finalement pas été améliorées. Au contraire, je pense. Les femmes sont surreprésentées, très largement surreprésentées dans les emplois les plus précaires, les plus rudes. Elles sont les plus soumises à des horaires difficiles, aux risques psychosociaux et à la violence, notamment. Leur régime de travail à temps partiel est finalement contraint. On l'a cité, c'est principalement des femmes qui représentent des familles monoparentales. 30% des ménages à Bruxelles
Pardon. 30% des ménages à Bruxelles sont des familles monoparentales, donc 86% sont des femmes. Ces femmes supportent seules l'ensemble de la charge mentale et financière quotidienne du foyer, y compris donc la prise en charge des enfants. Donc, on constate aussi face à ça un vieillissement de la population, et une espérance de vie qui augmente, mais pas une espérance de vie en bonne santé. Elle n'a pas augmenté, tout le contraire. Donc les femmes doivent combiner tant la gestion du foyer, les enfants, que les parents proches qui sont malades ou qui ont besoin d'aide. Le nombre de malades de longue durée est faramineux et il continue à augmenter. Les problèmes de santé mentale explosent et il y a des très clairs liens entre le travail précaire, principalement occupé par des femmes, et les risques psychosociaux et les problèmes, tout autre risque au travail. Sur les lieux de travail en particulier, les travailleurs sont confrontés à des conditions de travail qui se détériorent. Il faut toujours plus produire, en moins de temps et avec beaucoup moins de moyens. On chasse les temps morts, les temps qui permettent de communiquer avec les collègues, de discuter des problèmes et de réfléchir aux solutions. Le travail n'a plus forcément de sens et les travailleurs, les travailleuses rentrent au travail avec le sentiment d'avoir mal fait leur travail, ce qui représente une charge mentale et une charge psychosociale importante. Sur les lieux de travail, les analyses de risque, quand elles sont faites, parce que c'est une obligation légale, on l'a dit, mais elles sont réalisées sur papier et classées dans une armoire. Et finalement, elles ne sont pas forcément de bonne qualité et elles ne sont certainement pas gérées comme c'est prescrit de manière dynamique et communiquées correctement au sein des organes de concertation interne dans l'entreprise. À côté de ça, il n'y a pas forcément de relation privilégiée et de confiance entre les différents conseillers en prévention des services de prévention externes et les travailleurs. Les services de prévention sont inclus dans des instances plus grosses qui peuvent avoir des conflits commerciaux. Et donc, il en résulte une perte de confiance et un manque d'identification de la part des travailleurs. Qui est qui fait quoi, c'est pas clair. Et on se retrouve aussi face à un manque de médecins du travail, un manque de médecins généralistes et un manque de médecins conseils. Ceux-ci communiquent d'ailleurs pas entre eux et le médecin généraliste ne sait pas ou n'a pas le temps de creuser la question des conditions de travail de son patient, ce qui empêche toute prévention effective. À côté de ça, les propositions du gouvernement récentes vont dans un sens où le modèle patriarcal est finalement renforcé. On parle de 4 jours de travail par semaine sans diminution du temps de travail, ce qui est finalement, encore une fois, un problème pour les femmes qui seront perdantes dans ces propositions. Il y a une pression accrue sur les malades de longue durée, ces malades qui sont aussi malades à cause du travail, à cause des conditions dans lesquelles ils ont été, à cause des conditions et des risques auxquels ils ont été exposés, et on les pousse à ce qu'ils retournent sur le chemin du travail sans que les conditions de travail soient améliorées sur le terrain et sans qu'on ait revu l'organisation du travail. Les sanctions qui sont proposées sont finalement marginales et elles ne concerneront, telles qu'elles sont proposées en tout cas pour le moment, qu'une partie anecdotique des entreprises, vu que les petites entreprises ne sont pas concernées. Il y a la question du télétravail aussi qui n'est pas en faveur d'une diminution du temps de travail. Il semblerait, au vu de la manière dont ça a été organisé pendant la crise, que ça tend vers finalement une augmentation du travail et du temps de travail qui est en quelque sorte déguisé. Et donc face à ce constat assez pessimiste, il y a quand même, donc voilà, c'est le thème de cet axe, de trouver des solutions. Et je pense que les solutions premières concernent tant une amélioration du bien-être au travail et donc les compétences du ministre de l'Emploi, mais aussi toute la politique socio-économique générale. Donc il s'agit, comme on a dit, d'un cocktail de situations qui fait que
surtout les femmes se retrouvent dans des situations où elles tombent malades au travail et qu'on ne parvient pas finalement à gérer aussi la situation financière à la maison et à pouvoir parvenir à améliorer sa propre santé. Donc les solutions seraient d'augmenter les salaires qui sont beaucoup trop bas dans beaucoup de métiers féminins. Donc voilà, ça a été cité, j'ai été infirmière. Les conditions de travail sont très très difficiles et les salaires sont sont très bas par rapport au travail qui est effectué. C'est aberrant. Il y a trop peu de personnel. C'est des métiers en pénurie, mais comment est-ce qu'on veut attirer des gens dans des métiers où les conditions de travail sont difficiles? Ça n'a aussi aucun sens d'essayer d'attirer des gens quand les conditions de travail sont trop dures, trop difficiles, impossibles à combiner avec la vie privée. Donc il faut diminuer le temps de travail, adapter le temps de travail pour certainement les familles monoparentales sans qu'il y ait perte de salaire, peut-être prévoir des primes ou autres, augmenter de manière drastique les moyens des services de prévention, des services d'inspection, de contrôle au bien-être au travail qui sont beaucoup trop peu instrumentés, en trop peu de moyens financiers et humains. Ils ont aussi un rôle d'information et de sensibilisation, pas seulement un rôle coercitif dans les entreprises. Alors, il y a une question aussi de sensibilisation des jeunes dans les écoles sur le bien-être au travail. Trop souvent, les étudiants qui vont gérer les ressources humaines ne connaissent pas ce qu'est le bien-être au travail, quelles sont les conséquences de la politique du bien-être des ressources humaines sur la santé et sécurité des travailleurs et sur leur bien-être de manière générale. Toujours impliquer, bien sûr, les travailleurs dans tout ce qui concerne la gestion dynamique des risques. On a parlé des maladies professionnelles, je ne vais pas y revenir là-dessus. Et en dernier point, qui serait aussi peut-être une politique où on imposerait le congé paternité pour impliquer plus les hommes et peut-être aussi dans les titres services, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'hommes? Pourquoi est-ce que c'est un métier essentiellement féminin? Ce sont des questions aussi qui m'intéresse. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'hommes dans ces métiers. C'est pas parce qu'on parle de... Il faut peut-être conjuguer le terme nettoyeuse en nettoyeur pour voir où je ne sais plus le terme qui est utilisé, mais ne plus parler d'infirmière, mais d'infirmier. Il n'y a pas du tout... Enfin voilà, il y a une question de terme là qui joue également. Voilà. En gros, c'est ce que je veux dire. Merci Madame Verdoot pour ces recommandations pratiques, mais on espère qu'on aura pu adresser les mêmes constats à un prochain colloque. On va passer à la pause, c'est 10 minutes de pause, et puis on entamera l'axe 4. Encore un grand merci à vous trois et à Madame Moni d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup.